Depuis toujours, l'humanité a été en mouvement. Comme le rappelle l'Organisation des Nations Unies, certaines personnes se déplacent pour trouver un travail, des opportunités économiques, pour rejoindre leur famille ou étudier. Fuir un conflit, les persécutions, le terrorisme ou les violations des droits de l'homme. D'autres encore n'ont pas d'autre choix que de se déplacer face aux effets des changements climatiques, aux catastrophes naturelles ou à d'autres facteurs environnementaux. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, un migrant s'entend de toute personne qui quitte son lieu de résidence habituel, qui franchit une frontière internationale, qui se déplace à l'intérieur d'un État, quel que soit son statut juridique, le caractère volontaire ou involontaire du déplacement, les causes du déplacement ou la durée de son séjour. Chalon TV a voulu être au plus près de ces êtres de voyage dans leur démarche d'intégration, dans en quelque sorte leur seconde naissance. L'équipe a donc assisté sur plusieurs mois à des cours de français encadrés par plusieurs associations chalonnaises. Elle rencontre en lien avec l'association Pêle-Mêle Asmik, professeur de stylisme dans son pays d'origine, l'Arménie. Elle raconte son histoire. Je m'appelle Asmik, je viens d'Arménie, je suis en France depuis 2017. Je suis en France 2017 et j'ai un papier cette année. C'est pas rapide et c'est pas loin. J'ai eu un papier pour vivre en France et travailler en France. Pour moi, c'est long. Pour moi, c'est long parce que si j'attends chaque jour, chaque minute, hein, c'est ça, c'est chaque heure, chaque jour, j'attends, c'est très long. Mais quand je vois, c'est pas long, c'est pas rapide, c'est moyen. Il y a gros problèmes dans notre pays. Pour ça, je quittais en Arménie. C'est pas difficile, c'est pas facile pour quitter son pays. Fuyant la crise politique et sociale de son pays en raison de la pauvreté et de la corruption qui y règne, elle est accueillie à son arrivée par son beau-frère et sa compagne et d'autres familles arméniennes qui l'aident notamment pour les démarches administratives. Quand on lui demande si elle connaissait le français avant d'arriver en France, elle répond. Je connais, je t'aime, mais je t'aime, je pense, avant je pense que je t'aime, c'est un mot. Après, quand j'ai appris la langue française, je sais que c'est en phrase. Et aussi, merci, parce qu'en Arménie, beaucoup utilisaient merci. Chez nous, merci en Arménie. C'est trop long, pour ça on utilise merci. C'est très court. C'est tout. On a appris en école anglais, langue anglaise, arménien, russe, anglais. Après, il y a une famille qui est très, très, très riche. Les enfants ont donné pour étudier la langue française. Et petit à petit, c'est merci. On vient en Arménie. Chaque jour, on utilise merci. C'est tout. Mais tout ce que je connais maintenant, j'ai appris différentes associations grâce à Pêle-Mêle, grâce à mon professeur qui est très gentil avec moi. Et il y a d'autres associations, c'est Habitat Humanisme, maison de quartier, mission locale. Maintenant, j'étudiais langue française, langue étrangère, IFPA, pour passer niveau langue française. C'est ma fille qui trouvait cette association. Elle rencontre une autre personne qui connaît Pêle-Mêle et elle vient à Pêle-Mêle, elle parle avec la présidente de l'association Pêle-Mêle. Ensuite, elle parle pour son maman. Je viens étudier la langue française aussi. En juillet, Asmik se préparait à passer le DELF de niveau A2. Comme beaucoup, avant de s'exiler, très peu connaissent la langue de Molière, mais endurent ses particularités, ses difficultés. C'est très dur. Mais j'ai essayé parce qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a féminin, masculin, il y a des articles en français
qu'en Arménie, il n'existe pas. Elle qui était professeure de stylisme à l'Académie des Beaux-Arts en Arménie et qui travaillait dans une maison de mode, pour arriver à ses objectifs d'apprentissage, Asmik trouve de l'aide auprès des bénévoles de différentes associations et plus particulièrement Pêle-Mêle pour se préparer au diplôme d'études en langue française B1 qui reconnaît son niveau. L'accompagnement est gratuit et individualisé en fonction des disponibilités de chacun. Les sujets pédagogiques sont adaptés aux différents apprenants. J'aime mon métier pour ça. Je suis très motivée pour apprendre la langue française et facilement trouver du travail en français. Son rêve est de poursuivre sa vie dans l'industrie de la mode en France. La France qui représente pour elle le centre du monde de la mode. Arrivé en France en 2017, ce jeune homme de 27 ans raconte tout le chemin parcouru depuis son pays d'origine jusqu'à l'obtention d'un précieux sésame il y a quelques mois. Pour des raisons de confidentialité et pour ne pas remettre en cause sa sécurité, il se présente à la caméra sous un autre nom. Donc je viens du Soudan. Je suis arrivé en France en 2017, au mois de mai. Là, ça fait presque 2 ans et 4 mois. Oui, 2 ans, 3 mois ou 4 mois. Puis je suis sorti de chez moi depuis 2015. Je suis passé par le Tchad et la Libye, puis je suis arrivé en Italie en 2017, mars 2017, puis depuis l'Italie en France. Je parle de mon histoire parce que chacun a des histoires différentes malgré la situation en général. Et puis moi je suis venu ici parce que je cherche la sécurité parce qu'en fait j'ai des problèmes chez moi au niveau de sécurité avec le service de sécurité et de renseignement. À cette époque-là, c'était difficile parce que j'étais étudiant et puis ça m'arrivait d'être en prison pendant 3 mois. Donc j'étais menacé complètement. C'est pour cela que je me suis senti difficile à vivre au Soudan. C'est pour cela que je suis arrivé ici. J'ai vécu la guerre et j'ai déplacé quand mon village a été brûlé. Et je suis arrivé dans un camp de réfugiés et je suis resté là-bas pendant presque 10 ans. Après, j'ai fait mes études malgré la situation. J'étais étudiant quand j'étais arrêté par c'est pas la police, mais c'est le service de secret, de renseignement. On m'a arrêté, c'était en 2015. Pour la raison, je sais pas, moi je n'ai rien fait, mais pour la raison, je peux dire discriminatoire. Donc, j'étais torturé pendant 3 mois ou 2 mois et quelques jours. J'étais en détention pendant 3 mois. Dès que je suis sorti, j'étais forcé à signer un papier pour dire que des conditions ou des choses, d'apporter des choses ou d'informer des choses que je ne connais pas. Donc, soit je l'informe, soit je mors. Donc, je peux pas rester là-bas parce que ils sont forts. C'est l'État. Je suis un seul. Je peux pas rester là-bas. Moi, en fait, je viens de Darfour parce que en fait, chez moi, j'espère qu'il va changer à propos du mouvement au Soudan, cette heure-là. Mais avant, c'était très très compliqué avec les gens de Darfour. Tout ce qui est darfourien, vraiment, c'est compliqué pour eux parce qu'on a affronté une guerre de discrimination, une guerre de génocide. Ça fait presque dizaine d'années. Enfant du Darfour, il voit son village brûler et reste pendant près de 10 ans dans un camp de réfugiés au Soudan, à Djenena, et il obtient tout de même son bac littéraire.
Menacé pour sa sécurité, Ibrahim part dans la ville de Khartoum en 2013. C'est là que va commencer son long parcours. Ça a commencé en 2015. Et donc, j'ai quitté le Soudan, je crois, en juin. Je ne me rappelle plus, mais en juin. Même le fait de quitter le Soudan, c'est pas facile parce que tu vas être contrôlé partout. C'était le parti le trop dangereux parce que si je suis tombé dans un contrôle, je suis mort, quoi. Donc j'ai fait l'impossible de sortir du Soudan et dès que je suis sorti, je suis arrivé au Tchad. Depuis le Tchad, je me déplace petit à petit parce que j'ai pas assez de l'argent. Je me déplace étape par étape. Et puis par le désert du Tchad, je suis arrivé en Libye. Parce que le Tchad, c'est pas évident parce que euh, on considère les Tchadiens, soit le gouvernement tchadien et le gouvernement soudanais, ils ont de bonnes relations. C'est facile d'être arrêté aussi même au Tchad si tu es recherché par le service de renseignement au Soudan. Donc j'avais pas de choix que d'aller en Libye. Et c'était l'enfer parce qu'à cette époque, en Libye était en pleine guerre. Et je suis arrivé en Libye et j'ai fait 2 ans pour sortir parce que quand je suis arrivé en Libye, je me suis dit juste de cacher un peu ou au moins d'être un peu loin des problèmes. Mais je suis tombé dans un autre problème avec les Libyens. Ils sont très dangereux. Ils traitent les gens comme des esclaves. Et puis, j'ai pas d'autre choix que traverser la Méditerranée. J'ai traversé la Méditerranée, c'était en 2017, mois de mars. On était presque centaine de personnes avec un petit bateau gonflable. C'était très dangereux, mais quand même, tout ce qui essaye de traverser la Méditerranée, vraiment, il est obligé parce que chacun a son histoire, mais une personne n'est pas menacée, elle ne fait pas ça. Normalement, moi je pense comme ça. Je pense que personne ne peut se mettre dans un danger comme la Méditerranée sans qu'il est menacé ou sans qu'il est en danger chez lui. Je suis arrivé en Italie, puis quand je suis arrivé en Italie, c'était un peu compliqué aussi. C'est pas comme la Libye, mais quand même, on était obligé de mettre les empreintes. Sinon, tu auras des attaques, je sais pas comment dire, mais des attaques de police. Parce que les polices italiens obligent les migrants de mettre les empreintes pour dire que vous êtes passé par là. Et puis, j'ai mis. Donc, je suis resté presque 2 mois là-bas. Je me suis renseigné comment je pourrais sortir d'Italie parce que dès que je suis arrivé, j'étais malade. J'ai pas trouvé de service comme il faut. Parce que j'ai imaginé l'Italie, ça fait partie de l'Europe. Je dois être traité un peu mieux qu'en Libye, quoi. Grâce à ses études et ses quelques notions de français, il continue son chemin en Europe, vers la France. En 2017, c'était difficile d'entrer en France. J'ai essayé plusieurs fois par le train pour, pour arriver à Nice depuis 20 000. Mais à chaque fois, je suis contrôlé par la police en moto, presque vingtaine.
vingtaine de fois. Mais chaque fois, je suis contrôlé et j'en ai marre. Et j'ai essayé aussi plusieurs fois au pied. Aussi, c'est difficile parce que si tu ne sais pas la géographie là-bas, c'est compliqué. Enfin, j'ai trouvé des Soudanais qui sont essayés plusieurs fois, qui savent pas mal de la géographie là-bas, parce qu'ils ont déjà essayé d'arriver. Alors, je suis sorti avec eux et puis on était 3 personnes. On a fait presque 2 jours. Le deuxième jour, c'était au pied. On a traversé de trentaine de tunnels parce qu'on est obligé d'aller par les tunnels. Parce que là, il n'y a pas de dangereux à propos des animaux ou de tomber. C'est un peu facile. Parce que la région là-bas, c'est plutôt de montagne. On a essayé le deuxième jour, on était pas loin de Beryl. Oui, on n'était pas loin de Beryl. Il y avait une vieille dame qui nous a trouvés. On était trop fatigués parce qu'on n'a pas de choses à manger, de boire, tout ça. Elle nous a trouvés à côté de la rue et il nous a aidés pour arriver parce qu'on savait qu'il y a à Beryl, il y a un monsieur français qui s'appelle Cédric Hérault qui aide les gens perdus dans la région. Je ne parle pas de rêve parce que c'est pas mon choix quoi. Juste je suis là pour chercher la sécurité, soit en Italie, soit en France, soit en Angleterre. Mais j'ai fait dès que je suis arrivé et j'ai trouvé les Italiens qui sont pas sympas, j'ai décidé d'aller en France parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai pas mal de niveau en français et puis je ne peux pas continuer d'aller plus, par exemple en Angleterre ou en Belgique parce que j'étais trop fatigué et j'ai assez souffert depuis 2015 jusqu'à 2017. 2 ans, en fait, c'était trop pour moi. C'est pour cela que je suis resté en France et puis même j'ai pas pensé à essayer d'aller en Angleterre. J'ai étudié à la faculté de lettres et puis là-bas j'ai appris pas mal de français. Mais c'est pas très fort parce que, comme je te dis déjà, juste on a un manque de pratique parce qu'il n'y a pas de français avec lesquels on pratique le français. Juste on pratique de temps en temps à l'Institut français à Khartoum. Mais c'est vrai, quand je suis arrivé ici, au début, je me suis dit j'ai oublié tout le français, mais dès que je suis arrivé ici, il m'a servi beaucoup parce que je communique avec les autres, je fais des traductions pour les Soudanais qui ne comprennent pas le français, qui ne comprennent pas l'anglais. Et parfois, parler anglais en France, c'est pas évident, quoi. Se perfectionner en français ou dans toute autre langue étrangère n'est donc pas évident et demande patience et courage. Pour son intégration, Ibrahim comprend l'importance d'être entouré. Alphabétisation, cours de français, soutien scolaire, activités manuelles ou d'écriture, l'association ASTI, présente dans différentes villes de France, vient en aide aux personnes migrantes depuis près de 40 ans. Elle prend sous son aile Ibrahim. Avant d'arriver ici, j'étais à Decize. À Decize, j'ai commencé déjà avec un monsieur qui s'appelle André. C'est un monsieur très gentil. En fait, j'ai commencé avec lui des cours de français individuellement. Parce que à l'époque, il y avait plusieurs personnes qui apprennent, mais ils sont la même niveau. Et j'étais un peu
supérieurs de leur niveau. Donc j'ai travaillé individuellement avec lui et puis j'ai pas mal avancé avec lui. Et puis dès que je suis arrivé ici à Chalon, j'ai cherché les cours de bénévolat, le cours de français aussi pour renforcer mon niveau. Mon niveau, pardon. D'abord, j'ai commencé au reste de corps. Après, j'ai commencé avec l'ASTI parce que j'ai entendu qu'à l'ASTI, il y a des cours de français. Et puis, j'ai commencé avec Elisabeth. Et j'ai continué pendant un an ou plus. Et puis, j'ai fait de bénévolat aussi à l'ASTI. C'était juste dans un atelier pour faire le bricolage. J'ai fait là-bas, c'est à Lou. Alors, puis j'ai fait de bénévolat aussi. Jusqu'à maintenant, je suis bénévole à la péniche. Donc, je fais de temps en temps de concerts à la péniche. Je travaille polyvalent. Asti, ça m'aide à améliorer la langue. Et aussi la péniche, ça m'aide à s'intégrer. Je rencontre des gens et puis je discute avec les gens et puis je fais des connaissances. C'est le fille qui décide de nous orienter soit à Chalon ou n'importe où. D'abord, il faut faire un dossier à l'OFRA pour raconter l'histoire, pour quelle raison vous êtes en France et pour demander l'asile. Alors, la deuxième étape, c'est de faire l'entretien à l'OFRA pour justifier ou pour expliquer plus. J'ai fait l'entretien là-bas et comme tout le monde. Et enfin, on m'a répondu par oui. On m'a accordé l'asile. Après Paris, d'Essis dans la Nièvre, c'est au bout de 2 ans après son arrivée qu'il obtient son titre de séjour. C'était au mois de mars 2019, 8 mois d'attente après sa demande. Selon l'OFPRA, en 2018, c'est 122 743 demandes d'asile accordées, en hausse de près de 22% par rapport à 2017 pour un délai de traitement réduit à 112 jours contre 147 en 2017. Il se consacre maintenant à ses projets plus sereinement. Maintenant, j'ai le RSA. En fait, le droit de RSA, juste après, quand tu auras le papier, tu auras le droit. Si tu as les conditions concernant l'âge. Maintenant, je vis au Fouet à Doma. C'est pas Fouet à Doma, mais c'est à Brada à Doma. Je déménage bientôt parce que j'ai un contrat avec l'OFI de rester à Doma jusqu'à telle date pour être indépendant. Et puis je cherche maintenant un appartement, un studio. Il se consacre à son projet d'insertion professionnelle en entamant une préformation au métier d'électricien. Actuellement, je suis en formation pour valider un projet d'électricien au DAC. C'est à l'IRFA de Chalon. J'ai commencé depuis 2 mois. Là, je continue encore et puis là, je suis malgré c'est difficile, mais quand même, j'accroche pour continuer parce que c'est pas facile de trouver un stage dans une entreprise d'électricité. J'ai pas trop d'expérience en électricité, mais quand même j'ai travaillé dans le milieu du bâtiment quand j'étais chez moi. Donc
je peux apprendre quand même. Autre structure chalonnaise qui adopte une démarche différente dans son projet d'accompagnement, mais qui intervient en complémentarité des associations. FEM en fait est une association qui existe depuis 1982, qui au départ était une aide en fait pour les personnes qui venaient de Tunisie, pour justement faciliter les démarches administratives et l'intégration en tout cas dans le pays, et défendre leurs droits. Et à l'heure actuelle, on est toujours un petit peu dans cette optique-là, c'est-à-dire vraiment défendre le droit de chacun et de favoriser en fait une meilleure intégration pour tous, principalement pour les primo-arrivants et les personnes immigrées depuis quelques années. Donc on intervient sur plusieurs pôles, notamment le pôle santé. Donc on va faire de la prévention justement sur les grandes causes, principalement Octobre Rose, Mars Bleu. On va aussi sensibiliser les gens sur tout ce qui est, enfin les enfants en tout cas, pour tout ce qui est l'aide aux devoirs. Donc on va permettre aux enfants qui en ont besoin de faire des devoirs les mercredis après-midi. Et puis bien sûr la médiation du coup qui est, on va dire, la principale activité à l'heure d'aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes ont besoin en fait d'aide administrative et d'aide aussi pour pouvoir s'intégrer et permettre de trouver un travail au quotidien. Donc on bénéficie aussi de plusieurs collègues qui parlent plusieurs langues, donc ce qui facilite aussi la médiation à l'heure d'aujourd'hui. Il y a plusieurs objectifs, mais enfin principalement, ça reste quand même la cohésion sociale, le fait de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir permettre en fait aux personnes qui sont soit primo-arrivantes, soit qui sont arrivées immigrées, on va dire depuis quelques années, à s'intégrer en fait dans la vie citoyenne, dans la ville de Châlons et puis les alentours. Les personnes qui bénéficient en fait du centre ici, donc sont les personnes en fait qui ont besoin d'aide, qui sont immigrées vieillissantes, qui ont besoin en fait, en tout cas au niveau de la médiation, d'avoir d'une aide d'un point de vue administratif. Et puis on intervient aussi donc au foyer à Doma, donc pour les personnes qui sont primo-arrivantes. Les cours de français, ce qu'on appelle les ASL, les aides socio-linguistiques, qui sont ouvertes en fait aux personnes qui sont soit illettrées, soit analphabètes, des personnes qui ont besoin d'apprendre le français. On est en fait principalement sur des cours de base pour pouvoir se débrouiller avec la langue française. Pour les personnes qui le souhaitent, après on fait un diagnostic un petit peu de parcours avec le partenariat de Clé 71 qui va nous permettre de savoir où les personnes ont besoin en fait d'aller et de pouvoir justement savoir quel niveau ils ont et de pouvoir bénéficier en fait des cours de français. Ça permet vraiment d'avoir soit un apprentissage pour se tourner vers la citoyenneté, pour les démarches administratives et de permettre de rendre les gens autonomes en tout cas en fait sur tout ce qui est la vie de tous les jours. Chaque personne arrive à un cours et est inscrit au préalable et pour les personnes qui vont faire les ASL, pour nous il est important de savoir en fait le niveau des personnes. Donc sur les premières séances, on va faire en fait un bilan de permettre de savoir si la personne est analphabète ou sait écrire ou parler un petit peu français ou pas du tout. Donc on va déjà faire un test qui va permettre de savoir sur quelle base on va s'engager et sur quoi on va travailler en priorité. On va faire un contrat d'engagement qui en général sur une année scolaire, principalement on fonctionne comme ça, de septembre jusqu'à on va dire mi-juillet. Et le but c'est que justement la personne pour on va dire un engagement citoyen en fait va s'inscrire sur une année et puis sur on va dire l'absentéisme. Alors, on n'est pas à l'école mais c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire que si les personnes ne viennent pas au bout de 3 séances, mais on a tellement de personnes qui attendent que du coup la personne ne peut pas revenir. Alors c'est rarement le cas parce qu'en général les personnes quand elles s'inscrivent elles sont assidues, elles ont l'envie en fait de venir. Donc voilà, mais ça reste en tout cas un petit contrat entre le bénéficiaire et le SIC-FM. Le SIC-FM intervient à la maison de quartier rue de la Paix qui donc le lundi et le jeudi matin de 9h à 11h et on intervient aussi au foyer à Doma, donc foyer des Aubépins, le vendredi de 9h à 11h. C'est une offre qui est totalement gratuite pour les bénéficiaires. On a l'avantage aussi d'avoir des bénévoles qui viennent nous aider. Donc c'est vrai qu'on a une équipe assez complète à ce niveau-là et qui permettent vraiment en fait d'avoir un suivi quand on le peut individuel ou collectif, mais principalement on est sur du suivi individuel. Et donc après on
on a la possibilité d'avoir des modules en fait qu'on organise tous les mois sur un thème bien spécifique qui permet de s'intégrer dans la vie citoyenne pour toutes les personnes. Donc avec un thème soit en fonction des jours fériés, d'une fête, et actuellement on travaille aussi sur les ateliers en fait informatiques pour permettre justement avec la dématérialisation de pouvoir permettre aux gens de pouvoir se débrouiller en tout cas au niveau de l'informatique et éviter la fracture, ce qu'on appelle la fracture numérique. Beaucoup d'associations en fait font des cours de français. Après, on communique entre nous pour savoir justement en termes de place, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de demandes, en tout cas pour les cours de français. Et les associations sont souvent en pleine. En fait, il y a peu de place. On est parfois en liste d'attente. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on communique entre associations pour justement essayer de trouver une place à tout le monde. Le but pour chaque bénéficiaire est de découvrir la vie de citoyen, le fonctionnement, les us et les coutumes en France. Chalon TV a rencontré une des bénéficiaires de ce centre. Je m'appelle Rita, j'ai 19 ans. J'arrive en France en décembre 2015 avec ma famille. C'est mon oncle qui nous a aidés pour arriver ici. Il nous a fait un visa pour arriver à cause de la guerre en Syrie. Mon oncle, il nous a aidés parce que lui, il est médecin. Il a vécu en France depuis 25 ans à peu près. J'ai quitté mon pays à cause de la guerre en Syrie, à cause de la dangereuse qu'il a pas. Des fois, on n'arrive pas à aller au lycée à cause de la guerre et les rues sont occupées à cause de la bombe et quelque chose comme ça. Dans notre ville, il n'était pas très dangereux pour aller. Il faut aller au Liban au début pour faire de visa et pour faire les papiers. Il était dur un peu. On est resté avec moi et ma soeur et ma mère. On est resté 2 heures au Liban juste pour faire les papiers et tout ça. Il était dur, mais ça va. Après, il nous donnait des visas. Et on revient dans notre pays, dans notre ville pour terminer notre valise et tout ça. Après, on est reparti. Donc, il nous prend 2 mois à peu près pour préparer. Elle quitte à 17 ans son pays à cause de conflits politiques. Elle quitte ses amis d'enfance avec qui elle a grandi. C'est dur à expliquer parce que moi, je ne vois pas tout. Parce qu'il y a des villes qui sont plus dangereuses que d'autres villes. Dans notre ville, il n'y a pas beaucoup de dangereux, mais en fait, on écoute beaucoup les voix de bombes et tout ça. On voit surtout les télés, en fait. Oui, à la radio, c'est trop. Hein. Ce qui nous fait peur, c'est la voix plus qu'on se voit si on voit. En journée, moi et ma soeur, on ne peut pas aller au lycée parce que le bus, il ne peut pas arriver dans notre ville. Et il arrive d'autres bus pour nous ramener après 1 heure et 2 heures. Et la première bus, tous les élèves, ils sont morts à cause de la guerre. Donc si on était là-bas, c'était dangereux à cause de ça. Et c'était vraiment très peur et très dangereux. Mais on n'a pas vu tous les cas parce qu'on était un peu loin, donc c'est ça. Il était vraiment très dur. La première fois, quand j'arrive en France, je vais revenir là-bas. Il était dur hein, parce que c'est mes amis de l'enfance, donc on était tout le temps ensemble, il était dur. Mais j'ai pas d'autre choix. Je les contactais toujours avec eux. Ils ont passé leur bac, ils ont eu quelqu'un, ils ont mis les études de médecine, des ingénieurs et tout ça. Donc, je contactais toujours avec eux. Ils sont encore là-bas. Il y a 2 ou 3 qui sont partis à Canada ou quelque chose comme ça. Il y a d'autres qui sont partis à Liban et tout ça, mais la plupart qui sont là-bas. Ils ont eu des problèmes, mais des fois, il y a des gens qui n'ont pas quelqu'un pour leur aider pour partir. Nous, on a chance, on a notre oncle, mais eux, ils n'ont pas de chance parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour aider pour partir. Un périple en voiture jusqu'au Liban et en avion de Grèce jusqu'en France avec sa petite sœur et sa mère. On est resté jusqu'au mois de mars pour aller à l'école. Quand on arrive, parce qu'on arrive en décembre. Après, il était les vacances pour la fin de l'année et tout ça. Et après, on a commencé j'allais directement au lycée pour prendre le français au mois de mars. On est resté 2 mois à peu près. Après, non, je reste toute seule. J'essayais pendant l'été parce qu'il n'y a pas de cours et tout ça. J'essayais d'apprendre le français toute seule sur l'Internet ou j'essayais de voir avec mon oncle ou quelqu'un qui connaît le français. Et après, j'ai allé directement en première S à la rentrée en 2016-2017. Et j'ai passé mon bac de français et tout ça.
Il était dur, hein, parce que je sais pas, même j'ai pas le base. En Syrie, on prend notre deuxième langue, c'est l'anglais. Donc c'est dur, c'est un peu dur. J'ai pas le base. J'essayais de regarder sur Internet, sur les grammaires et tout ça. J'ai acheté des livres avec l'histoire, juste pour savoir comment je peux préparer les phrases et tout ça. C'est dur au début, mais j'ai dit dans ma tête, j'arrive pas, hein. Je peux pas arriver comme français à la fin. Mais ça va, maintenant je sens bien. Je le connais, oui, parce que ma mère, elle a déjà visité avant la guerre et tout ça. Oui, en vacances, il est venu depuis longtemps. Il a déjà visité 2 fois, je pense. Maintenant, il parle un peu français. Au début, il veut pas, hein, c'est nouveau. Il est grand, donc il n'a pas petit comme nous. Elle va aller à l'école et tout ça. Pour son intégration, le SIC FM a apporté son aide pour les cours de français. Au début, quand j'arrive, c'est KFM qui nous aide, moi et mes cousins. Et après, au lycée, j'ai pris un an avec un prof qui donne le cours au FLS. Il nous aide un peu pour apprendre le français, mais en fait, ça m'aide pas beaucoup parce que notre série, c'est les S, c'est dur au début, donc il a besoin de comprendre les mots scientifiques. Et elle, il donnait des cours de français, donc il essaye de comprendre les grammaires, comment on peut faire des phrases et tout ça, mais il n'arrive pas tout. À cause de ça, j'essayais de travailler toute seule chez moi. J'essayais de traduire les mots, je vais voir les vidéos. Et même avec ma prof, des fois à la fin du cours, j'allais vers eux pour m'expliquer des phrases que je n'ai pas compris, des mots scientifiques, il est un peu dur et c'est ça. Et tu sais, en France, même en série de S, tu as des matières littéraires. Donc ça, c'est que me gêne beaucoup parce que même en série, j'aime pas les matières littéraires. À cause de ça, j'allais vers le S. Et c'est ça qui est le philo, par exemple, l'histoire géo, c'est ça qui me gêne. Mais au début, quand on y arrive, ils nous donnent des grammaires. Et des mots, les choses qu'ils ne savent pas, par exemple les fleurs, les choses comme ça, des choses essentielles dans notre vie, ils utilisent. Ils nous aidaient beaucoup, même au cours de français, par exemple, parce que quand j'arrive, je vais passer le bac de français. Et il y a quelqu'un qui nous aide pour expliquer les textes et la méthode qu'on va passer le bac de français, comment on va le passer, comment on peut préparer tout ça. J'ai besoin d'un an, je pense. Pour la première année, il était un peu dur. Je comprends. La première 6 mois, j'essayais de le comprendre tout, mais j'arrive pas des fois de répondre des questions parce qu'ils ont dur ou des mots, j'arrive pas à les comprendre. Mais après un an, je pense que ça va. Pour son bac, elle a dû préparer en 1 an ce qu'un lycéen français prépare en 3 ans. Le système, il est différent de mon pays, donc j'ai dit dans ma tête, je vais faire totalement un plan différent. Les études, pas comme mon pays, parce qu'on met le temps de lycée, c'est long. On termine des fois à 17h, 18h, c'est long. On n'a pas beaucoup de temps pour réviser après. Et c'est dur au début. J'essayais de faire chapitre par chapitre. Et ma prof de physique, ma prof de maths, ils m'aidaient beaucoup. Donc, mon prof de maths et ma prof de physique, ils nous aidaient beaucoup pour mes études. Ils nous aidaient beaucoup pour comprendre les maths et physiques. Et les matières littéraires, j'essayais de faire des phrases, j'essayais de résumer les cours. Et je prends l'essentiel pour comprendre un peu. Il était dur au début. Des fois, j'ai dit non, je vais refaire, j'arrive pas, mais ça va. En fait, moi, j'essayais pendant toute l'année, je comprends l'essentiel pour chaque matière, les méthodes qu'on doit apprendre pour répondre, parce qu'il y a des méthodes, il y a des étapes pour respecter les réponses, les règles et tout ça. J'essayais de l'apprendre par cœur, ça. Et après, pour chaque chapitre, j'essayais de faire des fiches pour comprendre, pour apprendre l'essentiel. Comme ça, quand j'ai dit pour le bac, ça doit être dans ma tête. Donc, c'est l'essentiel. Et avant le bac de 1 mois, 2 mois, j'essayais de réviser tout, chaque chapitre par chapitre. Même la vacance, avant la dernière vacance, j'essayais de la réviser un peu matière littéraire, comme ça pour rester dans ma tête avec le SVT, parce qu'il y a beaucoup de mots scientifiques à apprendre. Des fois, j'arrive pas, par exemple, à comprendre les mots littéraires, ou j'arrive pas des fois à faire des fiches pour, par exemple, chapitre, j'ai pas trop bien compris. Ils nous aidaient beaucoup. Ils m'envoyaient des fiches, des fois, dans le temps libre. On se met ensemble pour comprendre, pour travailler ensemble. Et j'ai eu 10,65. Oui. Grâce à l'obtention de son bac, Rita souhaite faire sa première année de faculté de médecine à la rentrée. Je vais faire médecine et mon spécialité, ce sera, j'espère, dentaire, on verra bien.
Comme je suis là, je sens qu'il y a plus de sécurité, on dit la libre pour faire ce que je veux et tout ça. Donc ça, j'aimerais bien. Il nous aidait beaucoup, il me donnait beaucoup de chance pour mes études. Non, ici, je trouve que c'est mieux pour mes études, ce que je vais le faire pour me donner des chances. On verra. Alors qu'encore tant d'hommes, femmes et enfants quittent tout et risquent leur vie pour une vie meilleure en traversant les mers, la plupart du temps, chacun de ces hommes et femmes, ces êtres humains, ne savent même pas leur destination finale ici en Europe. Dans ce reportage, l'équipe a rencontré des personnes qui avaient étudié dans leur pays d'origine, mais pour la plupart d'entre eux, le plus grand nombre n'ont jamais entendu un mot de français auparavant. C'est grâce au travail des associations, aux personnes pour la plupart qui n'ont jamais été professeurs, n'ayant jamais obtenu de certificat d'aptitude à l'enseignement, ces hommes, ces femmes, actifs ou retraités, qu'on appelle bénévoles, quand l'État désemparé joue un rôle très important dans l'accueil des migrants.